bonjour, bienvenue aux 14h de Radio J. Steve Nadjer au micro, je suis ravi de vous retrouver. On est ensemble pour une demi-heure d'information. Vous pouvez nous suivre sur votre poste radio, mais aussi sur le site ou l'application de Radio J. Un 14h à regarder également en vidéo sur Facebook et YouTube. Au sommaire de cette édition, l'hommage national rendu hier soir à Samuel Paty, l'enseignant assassiné par un jeune islamiste vendredi dernier à Conflans-Sainte-Honorine. On écoutera des extraits de la prise de parole du président de la République Emmanuel Macron depuis la cour de la Sorbonne. À 14h24, nous parlerons de la campagne présidentielle américaine avec le dernier débat télévisé ce soir entre Donald Trump et Joe Biden. L'économiste Marc Toiti nous expliquera pourquoi il croit encore aux chances de victoire du chef de l'État sortant. Et puis, un invité de marque aujourd'hui sur le plateau de Radio J, le nouveau chargé d'affaires de l'ambassade d'Israël en France, monsieur l'ambassadeur Daniel Saada. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous discuterons ensemble dans les prochaines minutes de l'actualité diplomatique en Israël, mais aussi de la situation en France. C'est d'ailleurs le moment du premier bulletin d'information de l'après-midi. Gabriel Attal, bonjour. Bonjour Steve. L'hommage au professeur assassiné Samuel Paty a donc eu lieu hier soir dans la cour de la Sorbonne. Une cérémonie en présence de 400 personnes, dont une centaine d'élèves d'établissements d'Île-de-France et de nombreuses personnalités politiques, dont François Hollande. Emmanuel Macron a remis la Légion d'honneur à titre posthume à l'enseignant d'histoire-géographie. Le cercueil de Samuel Paty a ensuite été amené dans la cour d'honneur de la Sorbonne, porté par la garde républicaine. Dans son discours, le président de la République a déclaré avec émotion « Samuel Paty incarnait la République qui renaît chaque jour dans les salles de classe, la liberté qui se transmet et se perpétue dans les écoles ». Emmanuel Macron hier soir dans la cour de la Sorbonne. Nous continuerons. Oui. Ce combat pour la liberté et pour la raison, dont vous êtes désormais le visage. Parce que nous vous le devons. Parce que nous nous le devons. Parce qu'en France, professeur, les lumières ne s'éteignent jamais. Et Emmanuel Macron a aussi assuré que la France continuerait de publier des caricatures et des dessins. On écoute encore le chef de l'État. Nous défendrons la liberté que vous enseignez si bien et nous porterons haut la laïcité. Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent. Nous offrirons toutes les chances que la République doit à toute sa jeunesse, sans discrimination aucune. Monsieur l'ambassadeur Daniel Saada, vous connaissez de longue date notre pays. Déjà en 1994, vous aviez été nommé porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. En 2017, vous avez été nommé au rang de ministre, délégué permanent d'Israël auprès des organisations internationales environnementales et économiques siégeant en France, notamment l'Organisation internationale du vin et de la vigne. Vous connaissez donc très bien la France. Quelle réflexion vous inspire l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty ? Mais tout simplement un message que nous connaissons nous depuis de très longues années, à savoir que personne n'est à l'abri de la barbarie, personne n'est à l'abri du terrorisme. La barbarie islamiste chez nous tue de manière absolument aléatoire dans les rues, dans les pizzerias, dans les autobus. Nous connaissons ça depuis maintenant malheureusement des dizaines d'années et nous sommes évidemment solidaires avec la France qui est frappée de plein fouet aujourd'hui à travers cet attentat horrible qui s'est passé la semaine dernière. Les autorités françaises ont réagi par une série de mesures ces derniers jours, notamment la dissolution hier du collectif Cheikh Yassine, allié extrémiste de la cause palestinienne en France, est directement impliqué, selon Emmanuel Macron, dans le meurtre de Samuel Paty. Est-ce que c'est une décision que vous saluez ? Bien entendu, nous saluons toutes les décisions qui ont été prises par les autorités françaises, mais nous sommes convaincus que le combat est également dans la fermeté la plus totale face aux idéaux de l'islamisme ici en Europe. Et je crois qu'il y a un chemin encore très long à mener afin que cette fermeté puisse se faire entendre. Ça pourrait se traduire comment, monsieur l'ambassadeur ? Nous avons vu trop de compromissions, trop de tentatives pour des raisons qui sont sans doute condamnables, des raisons électoralistes ou d'autres raisons. On a vu beaucoup trop de compromissions vis-à-vis de ces idéaux. On a vu autour de l'antisionisme et de l'antisémitisme beaucoup d'expressions de cet islamisme qu'on a laissé faire ici dans les rues de Paris et ailleurs en France et en Europe. Et je crois qu'il est temps aujourd'hui de comprendre que le combat est commun.
Il n'y a aucune différence entre ceux qui brûlent les drapeaux d'Israël et qui hurlent à la mort des Juifs et ceux qui ont commis cet attentat la semaine dernière. C'est exactement la même barbarie, c'est le même visage et il faut le combattre avec toutes les forces possibles. Monsieur l'ambassadeur, vous restez avec nous. Gabriel, dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de l'enseignant, 7 personnes ont été mises en examen pour complicité d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes. Parmi eux, le parent d'élève du collège du Bois d'Aulne qui a lancé la cabale contre Samuel Paty sur les réseaux sociaux, qui a échangé des messages et eu des contacts téléphoniques avec l'auteur de l'attentat, le militant islamiste fiché S et antisémite Abdelhakim Sefrioui, a lui aussi été mis en examen pour complicité d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste pour avoir accompagné le parent d'élève dans sa mobilisation contre Samuel Paty. Et on trouve également 2 collégiens âgés de 14 et 15 ans. Ils sont soupçonnés d'avoir fourni aux terroristes des renseignements sur l'enseignant devant leur établissement quelques heures avant le passage à l'acte de l'assaillant contre de l'argent, une récompense de 300 ou 350 €. Ils ont été remis en liberté et placés sous contrôle judiciaire. Les 3 autres mis en examen sont des proches du terroriste. Et puis 7 personnes sont actuellement en garde à vue après une tentative d'attaque à la voiture bélier devant l'ambassade d'Israël lundi soir à Paris. De Berlin, une BMW suivie d'une Mercedes qui se suivaient ont quitté la route et l'une d'elles a foncé sur un gendarme devant l'ambassade d'Israël située dans le 8e arrondissement près des Champs-Élysées. Les 2 voitures ont pris la fuite. Le gendarme qui a réussi à s'écarter n'a pas été blessé. Une enquête pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique a été ouverte par le parquet de Paris. Les 7 occupants des 2 voitures, des Britanniques, dont 2 mineurs, ont été interpellés et sont en garde à vue. Ils pourraient appartenir au mouvement de violence volontaire Hit and Run, une tendance morbide aux États-Unis qui vise à percuter volontairement une personne avant de s'enfuir. Daniel Sada, est-ce que l'ambassade a été visée à travers ce gendarme ? Alors, il semble que non. Ça s'est passé après les heures de travail de l'ambassade, dans la soirée. Nous avons appris cela le lendemain. Il semble en effet que nous avons appris exactement comme vous qu'il semblerait qu'il s'agisse de ce mouvement morbide que vous avez évoqué. Pour moi, c'est l'occasion de rendre un hommage d'abord aux forces de sécurité françaises qui protègent notre ambassade, qui protègent nos diplomates avec beaucoup de dévouement. Et nous savons que c'est aujourd'hui des heures difficiles pour eux et nous sommes évidemment profondément satisfait, heureux qu'il n'y ait pas eu ni de blessés, ni Dieu préserve de morts lors de cette tentative. Et nous espérons que les choses vont vite rentrer dans l'ordre. Vous n'aviez pas reçu de menaces particulières émanant de ce type de groupe ou de ce groupe en particulier ? Absolument pas. Très bien, on continue avec l'actualité en France, l'actualité sanitaire. La pandémie de coronavirus s'accélère dans le pays. 284 patients de plus ont été admis en réanimation. Plus de 2200 patients se trouvent actuellement hospitalisés en réanimation. Au moins 26 600 nouveaux cas positifs ont été enregistrés les dernières 24 heures. 13,7% des tests sont positifs contre 4,5% début septembre. Le Premier ministre Jean Castex s'exprimera à 17h lors d'un point presse sur la situation sanitaire dans le pays. De nouveaux départements passeront en alerte maximale et seront soumis au couvre-feu, a annoncé le porte-parole du gouvernement. Auditionné hier par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, Édouard Philippe, l'ex-chef du gouvernement, s'est défendu sur sa gestion de la pandémie pendant les mois derniers et notamment sur les stocks de masques. Et on écoute l'ancien Premier ministre. Je n'ai eu connaissance d'aucun des documents que vous évoquez. Et donc, c'est difficile pour moi de me prononcer dans un sens ou dans un autre sur le bien fondé de telle ou telle analyse, la nature de la réaction qui lui a été apportée. Je ne sais pas. Justice avec la suite du procès des attentats de janvier 2015. Bonjour Michel Zarbib. Bonjour Steve, bonjour à tous. L'interrogatoire de Miguel Martinez a démarré ce matin. Un accusé qui s'est présenté, Michel, devant la cour avec la ferme idée de parler de radicalisation. Exactement, c'est l'actualité du moment, l'actualité du temps, la menace de notre époque. Et ce n'est pas un petit personnage en fait qui s'est présenté ce matin, pas un lampiste comme vous pouvez l'imaginer, ce Miguel Martinez qui lui aussi encourt 20 ans de réclusion criminelle pour participation à une association de malfaiteurs terroristes criminels. Il lui est reproché lui aussi d'avoir, courant 2014 et jusqu'au 9 janvier, c'est-à-dire le jour de l'attentat d'Hypercacher, eu des contacts avec Ali Reza Polat et Saïd Kouachi, ainsi qu'avec Metin Karassoula et Michel Catino, qui sont dans le box des accusés. Leur but était de fournir à Koulibaly et au Kouachi des armes, fusils d'assaut, pistolets, lance-roquettes, gilets pare-balles. J'avais la barbe, je mesure 2 mètres, j'ai une gueule, franchement, je cochais toutes les cases pour être en garde à vue, a déclaré d'emblée ce matin Miguel Martinez. Mais fait nouveau,
il reconnaît à la barre le transport d'un sac d'armes et le service rendu à Abad. Et je ne ferai plus ce service, je sais que c'est répréhensible, mais je rendais un service à Abad. Mais c'est sur la religion, vous l'avez dit, que Miguel Martinez se montre très prolixe. Converti 2 fois à l'islam, un père d'origine algérienne, la Cour l'interroge sur ses livres religieux retrouvés chez lui. L'accusé explique, dans un excellent français, ses lectures, dit-il, à recontextualiser historiquement. Le livre du Repentir, par exemple. Qui vous l'a conseillé, demande Maître Maktouf, un livre qui appelle au djihad contre les mécréants. Ce n'est pas Koulibaly, je vous rassure. Lire littéralement, c'est ce qu'il ne faut pas faire, justement, pour, sans jeu de mots, dit-il, être le terreau du radicalisme. Alors oui, je porte une barbe et un camis, mais ça fait pas de moi un radical, déclare encore Miguel Martinez. Merci. Je n'ai jamais rencontré Koulibaly ni Polat, et ça fait 4 ans que j'attends qu'on me pose des questions sur le radicalisme musulman. Voilà, Steve. Merci beaucoup Michel Zariou, qu'on retrouvera demain depuis le tribunal de Paris. L'actualité en Israël maintenant à 14h11. Après 6 heures de délibération, les ministres n'ont pas réussi à s'accorder hier sur les prochaines étapes de la sortie du confinement. Au cours de la réunion, Benjamin Netanyahou a proposé que la stratégie du déconfinement actuellement composée de 9 étapes soit réduite à 5 seulement, à effectuer toutes les 2 semaines après la révision des taux de morbidité afin de garantir une recrudescence des cas. Le coordinateur coronavirus Roni Gamzou et la responsable des services de santé publique du ministère de la Santé, Sharon Alroy-Price, présents à la réunion, ont averti que la sortie du confinement devrait se faire de manière plus progressive. Et 1094 nouveaux cas de coronavirus ont été rapportés hier dans le pays. 2,7% des tests ont été positifs. L'État hébreu compte 19 207 cas actifs. 581 patients sont dans un état grave et 226 sous respirateur. 41 personnes de plus sont décédées des suites de la maladie les dernières 24 heures. Monsieur l'ambassadeur, on s'approche d'un déconfinement total en Israël ? Mais comme vous l'avez entendu, il y a une négociation au sein du gouvernement avec l'équivalent de ce que vous avez appelé ici le comité scientifique, ça veut dire avec les professionnels, pour essayer de trouver la bonne solution. Vous savez, aucun pays n'a trouvé la solution idéale. Nous essayons de faire ce déconfinement de la manière la plus positive, la plus efficace pour toutes les populations, pour l'économie, pour la santé, pour le système scolaire, pour la population civile, pour pouvoir essayer de retrouver un semblant de normalité ça dans une du période. Temps. Il semblerait, oui, que ça va prendre du temps. Il n'y a pas de recette miracle. Liban maintenant, 1 an après sa démission, Saad Hariri a été désigné Premier ministre ce midi. Le chef du courant du futur a recueilli 65 voix sur les 118 députés ayant pris part au vote. Il sera chargé de former un gouvernement dans un pays enlisé dans des crises politiques, financières et sécuritaires. Premier ministre sunnite du Liban. La population juive européenne continue de diminuer, Gabriel. Selon une nouvelle étude démographique publiée hier par l'Institute for Jewish Policy Research, 1,3 million de personnes se considèrent comme juives en Europe continentale. Cela représente une baisse de 60% depuis 1970, soit 50 ans. On comptait à l'époque 3,2 millions de personnes se considérant comme juives. Ce déclin est principalement dû à l'émigration de plus d'1,5 million de juifs des pays de l'Est dans le sillage de la chute du communisme. Selon leurs données, l'augmentation des mariages mixtes et la baisse de la natalité chez les couples juifs font également partie des raisons avancées par les auteurs de cette étude pour expliquer la baisse continue de la population juive en Europe. Et puis du football pour terminer, la Ligue Europa reprend ses droits ce soir. Les clubs israéliens entrent en lice. L'Hapoel Beersheva recevra le Slavia Prague. Le Maccabi Tel Aviv, de son côté, sera opposé aux Azéris du Karabagh Agdam. En Ligue des Champions, hier soir, l'Olympique de Marseille s'est incliné dans le temps additionnel à l'Olympiakos en Grèce. 1-0 avec une passe décisive de l'ancien de la maison, Mathieu Valbuena. Et ça fait sourire Gabriel Attal. Merci Gabriel. « 14h14, on part en Israël où nous attend notre correspondante permanente dans le pays. Bonjour Pascal Sunshine. Bonjour Steve Nadjar. Pascal, nous revenons ensemble cet après-midi sur la visite éclair hier soir de Benny Gantz aux États-Unis. Le ministre israélien de la Défense et Premier ministre suppléant doit rencontrer son homologue américain Mark Esper. Qu'est-ce qui justifiait, Pascal, ce déplacement qui n'avait pas été annoncé ? D'abord le calendrier, on est à presque 10 jours des élections aux États-Unis et en Israël, évidemment, on prend en considération la possibilité que Donald Trump ne soit pas reconduit à la Maison-Blanche et
parallèlement, il faut bien évidemment assurer la pérennité du dialogue stratégique, voir aussi quelles sont les priorités que l'administration républicaine, toujours en place, veut donner, considérant, disons, en ce qui concerne les priorités stratégiques au Proche et au Moyen-Orient, en particulier avec la question de l'Iran, puisque l'embargo sur les armes, sur les ventes d'armes à l'Iran a été levé. Donc il y a un certain nombre de préoccupations du côté d'Israël dont le ministre de la Défense Benny Gantz souhaitait s'entretenir avec son homologue américain. Merci beaucoup Pascal et à demain pour un nouveau direct de Jérusalem. 14h15, on va marquer une courte pause maintenant dans cette édition, mais restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour la suite du journal en compagnie du nouveau chargé d'affaires de l'État d'Israël en France, monsieur l'ambassadeur Daniel Saada. Vous êtes bien sur Radio J, à tout de suite. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie du journal de 14h de Radio J. Steve Nadjer au micro pour vous accompagner jusqu'à 14h30. Tout de suite, le grand entretien de cette édition avec Daniel Saada. Rebonjour monsieur l'ambassadeur. Rebonjour à vous. Je le disais tout à l'heure, vous êtes le nouveau chargé d'affaires de l'État d'Israël en France. Merci encore d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Un mot sur ce que nous a dit Pascal Sunshine juste avant la pause. Juste avant son départ pour Washington, Benny Gantz déclarait qu'il se passait quelque chose en Syrie, quelques heures après des frappes visiblement sur des positions pro-iraniennes dans le Golan. Déloger l'Iran de cette zone est-il la nouvelle priorité, au moins en termes d'urgence, de l'État d'Israël à sa frontière nord? C'est une priorité permanente, vous l'imaginez bien, la présence des intérêts iraniens, que ce soit à travers le Hezbollah ou que ce soit à travers des éléments iraniens présents grâce à la guerre civile en Syrie, représente pour nous une menace que nous ne cessons de dénoncer. Donc c'est une priorité. Une menace un peu plus urgente ces dernières semaines, ou c'est la guerre entre les guerres qui continue? Non, je crois que Pascal a très bien analysé les choses. Il y a une actualité permanente dans la relation stratégique que nous avons avec les États-Unis. Pour un ministre de la Défense israélien, qui plus est Premier ministre suppléant par alternance, je ne sais pas très bien quel mot il faut utiliser en français pour traduire exactement ce nouveau terme que nous avons inventé, parce que nous ne cessons d'inventer en Israël, pas seulement dans les hautes technologies, mais également en politique. Et visiblement, c'est pas terminé. Sans doute. Et donc pour un ministre de la Défense, se rendre aux États-Unis, c'est quelque chose évidemment de tout à fait normal compte tenu de la. Mais se rendre maintenant, compte tenu du calendrier, c'est peut-être pas un hasard. Non, c'est sans doute pas un hasard, et votre correspondante a bien expliqué les circonstances particulières actuelles. Alors justement, on va y revenir. Israël et les États-Unis œuvrent de concert depuis plusieurs mois pour empêcher la levée de l'embargo sur les armes à destination de l'Iran. Malheureusement sans succès. Un accord de coopération sur 25 ans entre l'Iran et la Chine, avec notamment un volet militaire, devrait être prochainement mis en place. On évoque également et surtout peut-être l'importation de missiles nord-coréens en Iran. Comment peut réagir l'État hébreu face à ce qui ressemble à une nouvelle donne? Nous n'avons cessé de dire, même au moment où l'accord sur le nucléaire avait été signé, de dire que la dimension balistique et la dimension des armes conventionnelles n'a jamais été incluse dans cet accord et représente un danger tout aussi important que le danger nucléaire proprement dit. Je ne compte pas évidemment sur l'autre volet qui est la politique de déstabilisation permanente que l'Iran entretient dans notre région en particulier, mais pas seulement. Deux points qui n'avaient pas été intégrés en 2015 dans le JCPOA. En 2015 et qui ont été dénoncés par le Premier ministre Netanyahou lorsqu'il avait été devant le Congrès, vous vous souvenez? Bien sûr. Et c'est un point, malheureusement, comme je disais tout à l'heure à propos du danger islamiste, nous avons été en pointe pour dénoncer ce danger. Nous avons été à la pointe pour dire que les choses ne pouvaient pas se faire simplement avec l'accord qui avait été signé sur le nucléaire et qu'il fallait un meilleur accord, et nous sommes aujourd'hui malheureusement dans cette réalité. Donc il faut continuer à œuvrer aussi bien au plan international qu'au plan bilatéral avec nos alliés stratégiques pour faire en sorte... Notamment avec Paris, on dit que le dialogue stratégique sur cette question-là, normalement, n'est pas forcément toujours très simple. Nous avons des relations très étroites sur la question iranienne avec l'ensemble de nos partenaires européens, plus particulièrement évidemment avec ceux de ce qu'on appelle le E3, les trois pays européens. Enfin, la Grande-Bretagne est sortie de l'Union européenne, mais continue en tant que membre permanent du Conseil de sécurité d'être au premier plan sur la question iranienne. Mais la France est favorable
de longue date à la préservation de l'accord de 2015 et n'était pas favorable à la suspension de la levée de l'embargo si l'accord du JCPOA n'était pas préservé par Washington. Oui, c'est un des éléments de la position européenne, de la position française, et nous sommes en dialogue permanent avec Paris, avec Berlin et avec Londres pour justement faire entendre notre voix, pour faire en sorte que les choses puissent évoluer aussi sur cette question. Et c'est difficile ? Ce n'est pas toujours facile. Alors parlons maintenant, monsieur l'ambassadeur, de nouvelles nettement plus réjouissantes. Après la signature des accords d'Abraham avec les Émirats Arabes Unis et le Bahreïn, le quotidien Israël Hayom annonçait hier que le Soudan avait accepté de normaliser ses relations avec l'État hébreu. Les annonces pourraient être faites dans les prochains jours. Où en sont ces négociations ? Alors pour le Soudan, je n'ai pas grand-chose à vous dire, si ce n'est les éléments qui ont été publiés dans la presse. En effet, c'est un des pays qui est pointé comme étant potentiellement ceux qui vont renouer ou nouer des relations avec nous. Je ne peux pas ne pas dire que je me réjouis de voir ce qui s'est passé avec les Émirats Arabes Unis et avec Bahreïn. Vous savez, il n'y a pas tous les jours au Proche-Orient des dynamiques de réconciliation, des dynamiques de paix. Je crois qu'on ne l'a pas assez souligné, c'est vraiment un élément historique. Ce sont deux grands pays du Golfe qui ont accepté de signer des accords de normalisation. Je ne veux pas dire de paix, parce que des accords de paix, ça voulait dire que nous étions en guerre. Nous n'étions pas en guerre. Nous n'avions aucun différent, et je crois que justement, la nouvelle réalité du Proche-Orient est aujourd'hui en train de prendre forme. Vous dites, monsieur l'ambassadeur, événement historique. On pourrait dire révolutionnaire si Israël signait un accord de paix ou de normalisation avec l'Arabie Saoudite ? Ce serait en effet l'Arabie Saoudite qui joue un rôle particulièrement important, non seulement régional, mais également au niveau de l'ensemble du monde arabe et islamique, arabo-islamique. Ça serait évidemment quelque chose d'encore plus important, d'encore plus, vous voulez dire révolutionnaire, pourquoi pas ? Ça sera quelque chose de formidable. Est-ce à dire que la rivalité sunno-chiite, Israël évidemment est aujourd'hui allié à l'axe sunnite, a relégué au second plan, comme on le dit parfois, la question israélo-palestinienne ? Non, je crois que tout simplement, un mythe a volé en éclats. Il y avait un mythe qu'on appelait l'unité du monde arabe face à Israël. Nous avons toujours considéré que c'était un mythe. C'était un mythe qui était constitué d'un certain nombre d'assertions et d'un certain nombre d'intérêts qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Israël est perçu comme une puissance économique, comme une puissance militaire, comme une puissance technologique, comme une puissance scientifique. Vous imaginez l'union que va représenter des pays avec la richesse qu'ils ont aujourd'hui, avec les capacités, les compétences que nous avons en Israël. On a annoncé le fonds Avraham il y a quelques jours. C'est une très 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 belle réalisation, un très beau projet. Je suis convaincu que nous allons faire de grandes choses ensemble. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur Daniel Saada, d'avoir accepté notre invitation, et à très bientôt sur le plateau Avec plaisir. de Radio J. Merci beaucoup à vous. 14h25, on retrouve maintenant notre chroniqueur du jeudi, l'économiste Marc Toiti. Bonjour Marc. Bonjour Steve. Ravi de vous retrouver. C'est ce soir qu'aura lieu donc le dernier débat de la campagne présidentielle américaine entre Donald Trump et Joe Biden. Le candidat démocrate part pour l'instant assez largement favori, selon les sondages tout du moins. Mais Marc Toiti, vous pensez que Donald Trump pourrait finalement gagner le 3 novembre, et ce, grâce à l'économie ? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'aux États-Unis, on a une règle assez simple. Alors attention, je suis pas un devin. Simplement, j'observe que aux États-Unis, le président en place, depuis des années, on peut remonter à très loin, donc le président en place est toujours réélu lorsque l'économie va bien. Et à l'inverse, lorsque l'économie va mal, effectivement, alors là, il est généralement battu. Et la clé, pour savoir si l'économie va bien ou pas, c'est le taux de chômage. C'est-à-dire, en fait, effectivement, alors j'ai fait sur ma chaîne YouTube, vous regardez tout le détail, où justement, depuis l'après-guerre, si on prend les cas récents, et quand le chômage était en augmentation, le président en place a été battu. Alors c'était assez rare, c'était dans le cas par exemple de Jimmy Carter, donc c'était le second choc pétrolier. Avant lui il y avait Ford, le premier choc pétrolier, et puis bien sûr George Bush, le père, qui pourtant lui avait été auréolé à l'époque de sa victoire de la guerre en Irak, et pourtant il a perdu les élections parce que il y avait un taux de chômage qui était... Et on pense Marc Toiti, au fameux It's the Economy Stupid, soufflé par l'un des stratèges de Bill Clinton lors de cette fameuse élection de 1992 contre le président sortant George Bush. Surtout, lui, quand Clinton a été élu, je veux dire Bill Clinton, bien entendu, lui il a été élu... Absolument, Bill en 92. C'était le cas idéal pour lui, pourquoi ? Parce qu'en fait il avait à la fois une croissance qui était forte, donc
Et en même temps, lors de sa réélection, pas de sa première élection, je veux pas de la réélection, pour lui c'était idéal dans la mesure où, donc c'est vrai que Bush a perdu. Par contre, pour Clinton, lui, il a été réélu haut la main parce que non seulement le chômage baissait, c'était la pleine révolution Internet de l'époque, et en plus on avait, je dirais, une croissance forte, donc un taux de chômage qui était très bas. Donc, si on revient sur Trump, il y a eu un cas, donc avant lui c'était Obama. Là c'était un cas particulier puisque le taux de chômage était élevé. On était à 7,8% donc aux États-Unis, et pourtant il a quand même été réélu parce qu'on était sur une tendance baissière. Je vous rappelle que lui il partait de très haut parce qu'on avait eu la crise effectivement des subprimes, de Lehman Brothers, etc. Donc il a pu redémarrer. Donc c'est pourquoi il a été réélu. Alors maintenant pour Trump, c'est un petit peu la grande question parce que c'est vrai qu'avant la pandémie, on avait un taux de chômage de 3,5%. Donc sur cette base, évidemment, Trump aurait dû être réélu haut la main. Sauf qu'entre-temps, il y a eu la pandémie. Le taux de chômage est monté à quasiment 15%. Et maintenant, il est reparti à la baisse, il est à 7,9%. Donc c'est vrai que le taux de chômage est élevé, mais néanmoins, il est sur une tendance baissière. Donc, comme on dit en anglais, il y a marloquette. Il y a aujourd'hui, effectivement, en anglais, on dit un trade-off, c'est-à-dire une sorte de compromis où justement, rien n'est encore garanti. Donc c'est vrai que... Mais on a envie de vous poser la question, Marc. Mais le tout en avant, et donc pourrait faire perdre Trump. Mais si on regarde sur la base des fondamentaux économiques, il a encore une chance de gagner. Mais Marc, est-ce que le corona ne va pas tout emporter, la question du corona, cet enjeu ne va pas tout emporter sur son passage le 3 novembre ? C'est vrai que c'est la grande interrogation, mais quand on regarde les dernières enquêtes de confiance, notamment des consommateurs par exemple, eh bien malgré le Covid, la confiance des consommateurs a gagné 15 points au mois de septembre. Donc c'est très bon pour Trump, ça veut dire que finalement les ménages américains ont confiance. Pareil sur l'indicateur des directeurs d'achat, donc là c'est plus au niveau des entreprises. Donc là vous savez qu'aux États-Unis, c'est le PIB a beaucoup moins chuté qu'en Europe et notamment qu'en France. Chez nous on a fait moins 19%, ils ont fait moins 9%. Donc il y a quand même 10 points d'écart, c'est quand même beaucoup. Et là ils sont sur une reprise et surtout les derniers indicateurs avancés montrent que la reprise est en train de durer. Donc c'est vrai que il y a encore une fois un point d'achoppement. Quels sont les indicateurs qui comptent pour les électeurs américains ? Alors, pour les électeurs, je l'ai évoqué, c'est le taux de chômage bien entendu, la confiance des ménages qui remonte, qui a un niveau assez élevé, et globalement les indicateurs, on a eu aussi des chiffres la semaine dernière de vente au détail, donc c'est-à-dire la consommation des ménages qui est assez dynamique. Donc c'est ça, hein, nous on a une vision effectivement en France surtout, c'est vrai, le consensus déteste Trump, mais il faut dire qu'aux États-Unis, ce qui compte avant tout, c'est la dynamique économique, la dynamique boursière également qui est toujours là. Donc, c'est vrai que pour l'instant, Trump il est largement perdant, mais une surprise est toujours possible. Donc, il ne faut pas, je dirais, donner complètement perdant. Je rappelle que Trump, dans son entreprise, a fait faillite 6 ou 7 fois, et il s'en est toujours relevé. Donc, soyons prudents. Il y a encore une chance qu'il l'emporte. On verra ça le 3 novembre, bien sûr, mais en tout cas, d'un point de vue économique, c'est vrai que pour l'instant, les indicateurs sont plutôt favorables à une réélection. Merci beaucoup, Marc Toiti. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Reset, Quel nouveau monde pour demain, paru chez Bouquelis. Et je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Avec plaisir. De la musique pour terminer cette demi-heure, c'est la bande-son du 14h. On découvre aujourd'hui le nouveau titre de Shlomi Shabbat, accompagné de plusieurs membres de sa famille. Le titre s'intitule Boa Baita, venez à la maison. J'ajouterai peut-être avec un masque sur le visage. Tout de suite, c'est Philippe Sinclair qui prend le relais. Bonjour Philippe. Bonjour Steve. Bon après-midi. Merci, en même temps. Bel après-midi sur Radio J. Merci de votre fidélité. À demain, portez-vous bien.